Je me présente, Ludovic Elan, je suis responsable de division au sein d'un département métier au travers de la DSI qu'on nomme chez nous DGNUM, SNCF Réseau. Et donc ce département se nomme Gare Intégration Système et c'est dans le cadre de l'intégration système que j'interviens. Alors j'ai décidé de vous présenter ce retour d'expérience à travers 3 volets. Un premier volet sur les quelques chiffres de SNCF Réseau, comme Jérôme l'a précisé. C'est bien SNCF Réseau dont on parle. Un deuxième volet qui concerne la présentation et le contexte de la DGNUM au sein de SNCF Réseau. Et puis, le plus important, hein, bien entendu, c'est le retour d'expérience. Alors, SNCF Réseau, en quelques chiffres, alors c'est tout d'abord 50 000 collaborateurs au niveau national. On a pour mission d'exploiter, de maintenir et de gérer plus de 28 000 km de voies ferrées actives. Pour ça, on investit plus de 5 milliards et on y consacre environ 3 milliards dans le contexte de la régénération, en sachant qu'on a pour objectif d'augmenter et de passer à plus de 4,5 milliards de façon à garantir la circulation de nos trains vis-à-vis de nos clients, en particulier les entreprises ferroviaires. Il faut savoir qu'on a une augmentation croissante du nombre de voyageurs qui aujourd'hui, sur les chiffres 2024, était à plus de 10 millions, mais on voit que c'est croissant d'année en année. Derrière, il y a effectivement un aspect qu'on prend en compte sur le RSE, à savoir la consommation de dioxyde de carbone, hein, et puis également la partie investissement sur les panneaux photovoltaïques, puisque grand nombre de nos kilomètres de voies ferrées sont alimentés de façon électrique. Et l'accent que je souhaitais mettre aussi, c'était rappeler que SNCF Réseau est un opérateur d'intérêt vital. Et dans ce contexte, ça peut créer des difficultés qui évidemment ne sont pas insurmontables, mais à prendre en compte. Voilà, SNCF Réseau en quelques chiffres. Alors la DG numérique, Direction Générale Numérique, équivalent à la DSI. Aujourd'hui, nos enjeux et nos objectifs sont avant tout de porter la transformation digitale au sein de SNCF Réseau, mais aussi au sein du groupe SNCF. Alors évidemment, il y a le premier focus, hein, c'est avant tout de donner un haut niveau de service à nos agents et puis également à nos clients. Le deuxième objectif majeur, c'est l'accélération sur la transformation digitale. On rencontre dans tous les domaines d'activité, y compris chez Michelin et RATP, j'imagine. C'est un driver très fort depuis plusieurs années. Et puis également affermir notre présence digitale au sein des territoires au niveau national. Alors, la direction générale numérique, qu'est-ce qu'on y fait et quelles sont nos missions? En règle générale, on s'appuie sur plusieurs principes, mais également sur un manifeste. Là où j'ai voulu mettre l'accent, c'est sur le pavé situé à gauche, où on a pour mandat d'accompagner, de contribuer au développement des nouveaux systèmes industriels. Et c'est dans ce contexte-là où l'intégration IT-OT intervient. À votre droite, vous avez l'organigramme de la direction numérique, donc, qui est porté par notre DSI Tien Tan Trong. Ce département est composé de plusieurs briques, 3 briques en rose qui sont les solutions métiers dont je dépends.
deux briques à gauche en vert, où là, effectivement, il y a une cohérence numérique. On va retrouver tous les principes de l'urbanisation, mais aussi du bon maintien technologique. Et ensuite, à droite, les briques comme la gestion économique, la cybersécurité et l'accompagnement au territoire. Voilà pour la direction générale numérique. Je vous propose maintenant de passer au retour d'expérience. Alors chez nous, comment dirais-je, le vocabulaire qu'on utilise, c'est plutôt le numérique d'entreprise versus IT et le numérique industriel versus SI industriel. J'ai tout d'abord voulu commencer par un rappel, parce qu'aujourd'hui, enfin, tout le monde le sait, c'est des mondes qui étaient isolés, qui ne cohabitaient pas auparavant, mais ils avaient leurs raisons. Et j'ai voulu le partager, le rappeler, puisque aujourd'hui, nous qui venons du numérique d'entreprise, quand on voit des cycles de vie d'un système ou d'une application de l'ordre de plus de 20 à 30 ans, ça peut nous poser problème. Versus 5 ans auxquels on est habitué. Également la temporalité vis-à-vis du planning, en sachant que les spécifications dans le monde industriel doivent être anticipées plusieurs années en avance pour en attendre son développement et ses livrables, tandis que dans le monde agile, où nous, on se trouve dans le numérique d'entreprise, c'est plutôt en mois. Ensuite, on a évoqué aussi l'aspect technologique, où aujourd'hui, le monde industriel héberge de nombreux systèmes divers et variés. Et une fois qu'ils ont été estampillés, homologués, il n'y a plus forcément d'intervention sur ces systèmes, contrairement à notre monde qui définit effectivement des standards et des mises à jour quotidiennes. Ensuite, la structure aussi qui est importante dans le numérique d'entreprise. Enfin, les grandes tendances aujourd'hui, c'est plutôt de centraliser nos infrastructures, que ce soit à travers des clusters et un hébergement en data center. En règle générale, le numérique industriel, c'est plutôt un système par site et différents locaux techniques, y compris le long des voies. On peut rencontrer des systèmes industriels hébergés dans des guérites. Ensuite, les contraintes également, alors contraintes de disponibilité et de temps de réponse pour lequel le temps réel est nécessaire vis-à-vis du domaine industriel. On va parler plus de temps immédiat chez nous en numérique d'entreprise. Évidemment, l'aspect sûreté et confidentialité. Voilà, pour résumer, tout nous oppose et pourtant on sait qu'il faut mettre un pont entre les deux mondes. Et pourquoi on l'a dit précédemment, c'est avant tout pour des gains de performance, mais également aussi s'assurer de la continuité et de la diffusion des données pour éviter, je dirais, les doubles saisies et les erreurs potentielles. On a aussi chez SNCF Réseau de gros enjeux avec l'ouverture à la concurrence vis-à-vis de la diffusion de l'information. Et on est également persuadé que le numérique industriel a de la valeur et apportera également encore plus de valeur. Dès lors, on sera en capacité de diffuser, je dirais, en temps immédiat, les données du domaine industriel et les rendre visibles auprès de nos clients. Alors pour ce faire, on a dû définir une organisation et une gouvernance. Globalement, donc, en termes d'organisation, il a fallu déterminer une équipe composée de plusieurs
plusieurs compétences pour couvrir différentes activités et également intervenir et mettre en place une gouvernance, je dirais, au plus haut niveau de la partie numérique industrielle comme numérique d'entreprise. Je vous ai préparé un petit schéma pour vous expliquer globalement notre mode de fonctionnement. Donc à gauche, on retrouve le numérique d'entreprise avec les domaines métiers, exploitation et maintenance. À votre droite, la partie système industriel représentée par la direction technique industrielle et innovation, anciennement la DG2I pour ceux qui connaissaient SNCF Réseau. Donc c'est eux qui sont porteurs de l'ensemble des systèmes industriels. Et puis évidemment, on est tous en relation avec les métiers. Et ne pas oublier également dans ce triangle l'aspect cybersécurité et télécom. Alors, ce n'est pas fini. Une fois qu'on a défini l'organisation, la gouvernance, donc à travers effectivement les différents comités de pilotage, d'affichage, pardon. Hop, voilà. Je voulais aussi mettre en avant les nombreuses barrières à interdiction qu'on a rencontrées. Je n'ai pas rappelé d'ailleurs la date à laquelle on a commencé effectivement à se mettre en ordre de marche pour pouvoir approcher. À l'époque, on parlait de convergence IT-OT. Aujourd'hui, c'est plutôt intégration IT-OT. Ça a commencé aux environs de 2019 par la définition d'une infrastructure permettant, une infrastructure technique, réseau et télécom, permettant d'interconnecter les deux mondes de façon sécurisée entre eux. Ça a été opérationnel courant 2020 pour mettre ces éléments-là en place. On a rencontré beaucoup de difficultés, en particulier sur la partie vocabulaire et culture de l'ensemble des deux mondes, puisque voilà, il a fallu quand même définir un dictionnaire pour se mettre d'accord sur les terminologies à utiliser. Il a fallu également se mettre d'accord sur les contraintes de cybersécurité. On l'a vu, SNCF Réseau, en tant que OIV, nous exporte des contraintes, et ces contraintes, elles sont plus fortes dans le domaine industriel que dans le domaine de l'entreprise. Dans le domaine industriel, il y a une visée ANSI de façon à estampiller, homologuer ce qui potentiellement est déployé, alors que dans le numérique d'entreprise, on n'a pas ce genre de contraintes, même si effectivement la LPM, entre-temps, est passée par là et nous drive aussi. Donc, j'ai également listé tout ce qui est domaine de responsabilité, puisque quand vous interfacez entre les deux mondes, il y a toujours cette question, oui, mais ce qui circule d'un bout à l'autre, qui le garantit? Qui garantit ses performances? Qui garantit sa disponibilité? On l'a vu tout à l'heure, le niveau de disponibilité demandé par le numérique industriel est plutôt de l'ordre de 99,9%. Tandis que dans le numérique, on peut se permettre effectivement des niveaux de disponibilité moindres. Et enfin, tout ce qui est contrat d'interface entre les différents systèmes est très important, puisque nous, numérique d'entreprise, si on expose un service au numérique industriel, ça va nécessiter un maintien de cette version et un maintien de ces technologies, ce qui va nous apporter de l'obsolescence programmée ou de la dette technique. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans ce contexte-là. Alors, une fois qu'on a mis tout ça en place, je voulais aussi vous présenter les différents projets sur lesquels on intervient. Alors peut-être que pour certains, ça parlera. Alors c'est classé par domaine. Donc le domaine de l'exploitation,
on va retrouver les commandes contrôle comme Mistral NG ou ATS Plus pour la ligne en Île-de-France. Le projet Argos aussi, ce sont les nouveaux postes d'aiguillage pour optimiser et réduire tout ce qui est niveau 1 et niveau 2. Et puis les compteurs d'essieu de nouvelle génération. À votre droite, vous avez la partie maintenance, donc maintenance et supervision, qui va vous permettre justement de remonter de bout en bout l'information au plus proche du terrain, de la consolider et derrière de déclencher des maintenances préventives. Donc ça, c'est déjà en place et fonctionnel et on est plutôt satisfait du résultat. Et également, vous avez le principe d'outils d'aide à la maintenance qu'on va rendre accessible depuis l'extérieur, on va dire, de l'entreprise, donc de façon nomade, alors qu'aujourd'hui, ce n'était pas possible. Donc, cette interconnexion et cette interface, cette intégration entre les deux mondes va permettre à ces nouveaux systèmes de gagner et offrir à SNCF Réseau de la performance, que ce soit en exploitation comme en maintenance. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Pardon. Hop. Pouf, pouf, pouf. Voilà, j'ai choisi de vous montrer trois cas d'usage qu'on a déployés chez nous. Alors le premier cas d'usage consiste au chargement du plan de transport à travers le command control. Donc à votre gauche, vous retrouvez le numérique d'entreprise qui va également exposer l'ensemble des services ou les services nécessaires à nos différents clients. Je ne les ai pas forcément cités, mais on va retrouver les entreprises ferroviaires, la partie, comment dirais-je, ouais, gestionnaire d'infrastructure, pardon, et puis les autorités organisatrices. À votre droite, vous avez le domaine industriel on retrouve le système commande contrôle à travers lequel on va alimenter le plan de transport. Tout ça va être contrôlé et filtré par des zones d'échange et des passerelles de sécurité. Aujourd'hui, on fournit de la donnée au monde industriel et on compte aussi en retour également en avoir de façon à être en capacité de donner déjà en interne à SNCF Réseau de la visibilité sur les actions plus proches du terrain, mais aussi de diffuser celles-ci à nos clients. Typiquement, ça serait les circulations projetées, donc être en capacité, lorsqu'un agent de circulation intervient sur ces commandes de contrôle, donc sur les aiguilles, de diriger le train en temps réel, de remonter l'information dans les systèmes d'information et de diffuser aux élèves pour leur indiquer que le train a suivi un itinéraire différent. Le deuxième cas d'usage, c'est sur la localisation. Donc aujourd'hui, on a un système assez ancien chez SNCF Réseau qui nous permet de suivre nos trains lors de ces circulations. Donc c'est la partie de droite, le système SAT, suivi automatique d'annonce des trains, qui alimente le numérique d'entreprise et nous permet derrière, à travers l'application C-Réseau, de visualiser quasiment en temps réel la position des trains. C'est une source des données, enfin une source de données, mais ce n'est pas la seule, puisqu'aujourd'hui on travaille également sur l'enrichissement de ces données, alors y compris à travers les télécoms et le GSMR. Et d'autres aussi données qui nous permettraient de consolider et de fiabiliser la géolocalisation. Le troisième exemple, c'est la dématérialisation et la modernisation pour faciliter les processus de maintenance et l'intervention de nos agents. Alors bien entendu, la sécurité chez nous est primordiale.
Donc, alors, quand je parle de sécurité, hein, c'est pas forcément la cybersécurité, mais c'est la sécurité de nos agents lors d'intervention, qu'on prend en compte hein, dans tous les nouveaux systèmes qu'on met en place. Ce que, ce que je vous propose aujourd'hui, effectivement, donc c'est un cas d'usage de graissage d'aiguilles qui traditionnellement était fait par un agent donc à votre gauche avec une clé et intervenait sur les zones étendues de protection pour justement verrouiller les aiguilles de façon à s'assurer qu'il n'y aura pas de circulation. Donc aujourd'hui, c'est réalisé comme ça. Demain, ça sera à travers un TMSP, Terminal Mobile de Sécurité Plus. Donc c'est un agent hein, qui, le long de la voie, souhaite sécuriser la zone d'intervention pour le graissage, va avec son mobile scanner un QR code. Et ce QR code donc, permettra justement à travers l'outil d'aide à la maintenance, donc c'est un système qui est déployé conjointement avec l'industriel et mis entre les deux mondes pour pouvoir dialoguer avec le PI, donc le poste d'aiguillage Argos, et mettre en sécurité la zone de travaux pour que l'agent puisse intervenir et faire ses opérations. Ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui, c'est que on a développé un produit, une offre spécifique pour ça, qu'on nomme le terminal mobile de sécurité plus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été initié dans ce contexte. Et également, qu'on est en capacité de faire un bout en bout et de dialoguer entre les deux mondes en temps réel, en sachant que on passe par le réseau Internet à travers ces mobiles. Les architectures ne sont pas forcément détaillées volontairement, hein, mais c'est plus le principe qu'il faut retenir. Alors après ces trois exemples-là, j'ai aussi voulu partager, comme c'est un retour d'expérience, voilà les points auxquels il faut porter attention. J'ai appelé ça les ingrédients indispensables. Donc évidemment, on retrouve le sponsoring et la stratégie d'entreprise, hein, donc les objectifs communs. Également, on va dire la partie soft skills qui est vraiment importante parce qu'il y a beaucoup de savoir-être quand même. Quand on veut avancer tous ensemble, il faut aussi être en capacité de reformuler, d'écouter les contraintes de chacun et puis obtenir l'adhésion. Hein, sinon, ça risque effectivement de monter très vite. Et surtout, donc, l'humain avant tout, quoi. Il faut savoir que c'est des sujets transverses et qui parfois peuvent être un peu décourageants. Donc surtout ne pas abandonner. Et puis également tout ce qui est compétences. Je l'ai rappelé hein, au début, il faut effectivement s'équiper d'une équipe. Alors, c'est une équipe un peu spécifique, plutôt pluridisciplinaire, avoir des compétences transverses, de l'architecture technique, de la cybersécurité, du fonctionnel également, puisque derrière, c'est pas que de la technique. Faut être en capacité de comprendre les besoins métiers, les besoins fonctionnels pour trouver la meilleure réponse. Et puis également s'équiper d'une plateforme de bout en bout et du budget associé, parce que pour réaliser des tests ou de l'intégration de bout en bout, idéalement, il faut se mettre à l'image de la production pour s'assurer qu'on sera tous en capacité d'offrir la disponibilité nécessaire
et la performance. Et également, suivre les bonnes règles d'urbanisme et s'appuyer sur des cartographies du SI à travers les deux mondes. Voilà. Et oui, et ne pas oublier les télécoms et intégrer la cybersécurité dès le début de vos projets sur ces sujets. Alors j'ai voulu terminer la présentation pour indiquer que on fait des petites choses, on les assemble au fur et à mesure, on fait des grandes choses. Donc aujourd'hui, c'est ma vision de l'intégration IT-OT. Souvent, on utilise ce terme de bout en bout parce que on a intégré différents blocs pour arriver à une chaîne et offrir la performance associée, quoi. Mais c'est encore un long chemin à parcourir. Merci beaucoup Ludovic. Première question, tu n'as pas du tout influencé pour finir ta conclusion en disant que la cartographie du SI était importante? Pas du tout. Effectivement, c'est un constat que j'ai voulu partager, oui, tout à fait. Ok. C'est assez intéressant et ton témoignage est assez complémentaire avec celui de Michelin et je ne pouvais pas m'empêcher de faire le parallèle. C'est moi qui ai posé la première question dans le fil de conversation quand tu as parlé de la première étape, ça a été de mettre en place une infrastructure réseau. Du coup, je voulais revenir là-dessus. Est-ce que c'était une opportunité et c'était la première façon c'était un sujet parmi d'autres par lequel attaquer, ou de toute façon, c'était incontournable d'aller vers ça et pour pouvoir ensuite envisager d'autres projets? Alors oui, c'était incontournable, puisque effectivement, les deux mondes avant étaient intrinsèquement séparés. Et cette interconnexion réseau télécom cyber a débloqué et permis de répondre à nos besoins d'interface entre les deux mondes. C'était un prérequis. C'était un prérequis. Sur ces réseaux, on a François Desbrois qui nous pose une question. Y a-t-il des contraintes dues à l'étendue du réseau ferré et les zones blanches réseau télécom qui freinent des initiatives? Parce qu'effectivement, on est sur de la longue distance. Alors oui, par rapport aux zones blanches, alors une des particularités du système de suivi des trains de SNCF Réseau, c'est s'affranchir des mobiles, donc des trains pour obtenir la localisation, puisque aujourd'hui les entreprises ferroviaires, à travers les mobiles des conducteurs ou des contrôleurs ou des tablettes, sont en capacité de remonter des données de géolocalisation. Mais SNCF Réseau n'utilise pas forcément ces données-là, mais des données en propre. Et ça, c'est justement grâce à des systèmes le long des voies. Alors, ça peut être très bien être à travers les compteurs déçus de nouvelle génération, mais aussi les pédales qui sont actionnées lors de passage de mobile. Et ça permet de remonter l'information du passage d'un train sans forcément s'appuyer sur les télécoms. Ni sans s'appuyer sur les trains, parce que les trains, c'est plus forcément dans le groupe SNCF qu'ils sont. Oui, exactement. Alors, évidemment, pour actionner la pédale, il faut quand même qu'il y ait un train qui passe. Oui. On est d'accord. Peu importe qu'il soit Transitalia ou SNCF. Tout à fait, exactement, ouais, c'est ça. Une question de Michel Dardel. Qui définit les sujets de rapprochement prioritaires et les sujets qui en découlent? Alors, effectivement, on l'a vu, hein, la gouvernance. Donc, alors, comment ont été menés et comment sont menés aujourd'hui ces projets d'intégration IT-OT ou d'interface IT-OT entre les deux mondes? C'est à travers un comité de pilotage performance qu'on adresse ces différents sujets et problématiques. Donc ça permet d'exposer justement les besoins des deux mondes et puis être en capacité de trancher ou de prioriser. Je rebondis dans le même sujet. Dans le témoignage
de Quentin pour Michelin tout à l'heure, on revenait souvent à la logique de programme de transformation. On a senti que c'était une transformation assez profonde. Dans ta présentation, tu as présenté des cas d'usage métier très, très précis, très ponctuels. Et tu viens de répondre donc, à la question de Michel en disant que c'est un dispositif de gouvernance. Mais finalement, est-ce qu'il y a aussi une transformation assez profonde et un mouvement de convergence ou d'intégration? Ça me permet de poser une deuxième question. Et toi, tu choisirais convergence ou intégration? Alors, oui, tout à fait. Alors, effectivement, la présentation de Quentin sur Michelin a été très intéressante aussi. Et on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait alors, disons que les ROI et les gains, on les connaît tous. C'est l'efficience et la performance. Mais en termes de contraintes, donc je l'ai rappelé, on est OIV. On a cité tout à l'heure la fusion, le rapprochement d'infrastructures qu'on ne peut pas nous se permettre au sein de SNCF Réseau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément héberger des systèmes industriels sur des infrastructures du numérique d'entreprise. Et puis, derrière tout ça, l'organisation n'a pas vraiment... alors, SNCF Réseau a pris conscience qu'il y avait nécessité à faire de l'intégration ou de la convergence. Néanmoins, je n'ai pas senti que ça s'est réorganisé spécifiquement pour atteindre cet objectif. La démarche, on est passé par une autre approche, plutôt. La logique de rechercher des cas d'usage et de les mettre en œuvre au fur et à mesure. Et exactement, donc ce qui a été défini, c'est de mettre une interface de communication entre les deux et d'avancer et de définir des contacts et des points uniques de chaque côté, de façon à pouvoir alimenter et transformer tout ça. Mais sans pour autant se dire, ces systèmes industriels-là, on va pouvoir les intégrer dans le numérique d'entreprise. Aujourd'hui, ça reste effectivement assez, pardon? Opportuniste. Oui, opportuniste, ça c'est clair, effectivement. En plus, on n'a pas tout à fait les mêmes modes de delivery, puisque la partie ingénierie s'appuie beaucoup sur les industriels du secteur ferroviaire pour produire leur système. Et ça, c'est une pratique qui aujourd'hui est toujours d'actualité. Ok. Je reviendrai sur la question des liens juste après, mais Christophe Bexassa qui pose une question. Du coup, il y a toujours deux directions techniques séparées dans les deux structures. Aujourd'hui, effectivement, dans l'organisation, il faut savoir qu'il y a eu une réorganisation récente au sein de SNCF Réseau qui a eu lieu le 1er juillet 2025 de cette année. Voilà. Néanmoins, la partie système industriel, anciennement DG2I, a intégré une nouvelle direction générale et s'est renommé DT2I. Mais c'est toujours eux qui sont porteurs des systèmes industriels. La DGNUM, par rapport à cette réorganisation, elle n'a pas bougé et son mandat reste le même. Je l'ai rappelé à travers le manifeste, où effectivement, on est là pour contribuer au développement des nouveaux systèmes industriels. Donc, avec une dernière question, on revient un peu sur le fond. Ces données en OT sont données aux opérateurs comme Transalia ou Veolia. Et comment, via quelle plateforme? Est-ce qu'il y a des zones d'échange? Alors oui, il y a un gros sujet là-dessus, et c'est pour ça qu'on souhaite y aller. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a l'ouverture à la concurrence, de plus en plus de demandes de nos clients pour avoir de la donnée. Et donc, pour y répondre, on a besoin de la donnée
la donnée industrielle. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le portail service client qui est ouvert aux entreprises ferroviaires, à nos clients. Et à travers ce portail, hein, vous êtes en capacité de demander des web services ou l'accès à nos applications. Donc, ces web services vous permettent de consommer de la donnée mise à disposition. Et également, on a aussi, en termes de données, data réseau, qui offre des données propres à l'infrastructure. Il y a un régulateur qui vous impose des services et des données à distribuer à tous les transporteurs de manière. Alors oui, évidemment, on veille à l'équité, quoi. Donc, ça, évidemment, il y a un cadrage qui est fait, oui, tout à fait, tout à fait. Mais comme je l'ai indiqué, ce n'est que le début. On sait qu'il y a des besoins et on fait le maximum pour pouvoir répondre au plus vite à toutes ces demandes. Déjà, merci. Merci Ludovic pour cet échange, pour là aussi la réponse en toute transparence sur le niveau de maturité et la façon dont sont pilotés ces sujets pour SNCF Réseau.